Bonjour à tous et bienvenue dans nos épisodes spécial prospect. Et oui, aujourd'hui, on commence enfin les épisodes. Les épisodes, c'est peut-être ce que je préfère de l'année parce qu'on s'approche de la draft, on est dans la dernière ligne droite. Et aujourd'hui, pour cet épisode, j'accueille Ryan, membre de la team The Trick Play. Vous commencez à connaître. Voilà, je vais pas. Maintenant, ça fait 2 ans qu'il vient. Et c'est un plaisir de t'avoir encore une fois de plus, Ryan, dans l'émission. Tu vas pouvoir nous parler des prospects et c'est génial. Salut Joe, ça va ou quoi? Ça va, un peu de bug au départ avec les jingles, mais ça va. C'est le premier, on va y arriver. Tranquille, tranquille. On va y arriver. Donc, déjà, Ryan, premièrement, déjà, qu'est-ce que tu as pensé un peu de. Tu es en plein scouting en ce moment. Qu'est-ce que tu as pensé déjà de tes scootings et qu'est-ce qui te. T'es déçu? T'es plutôt hypé de tous les prospects qu'on a? Toi qui es beaucoup sur les lignes, on va dire. Donc, il y a du monde à voir. Donc, toi, comment tu présentes ça aujourd'hui? Je présente ça un peu de la même manière que j'ai pu teaser ça sur mon compte Twitter tout au long de l'année en regardant un petit peu la saison et en voyant les noms qui s'annonçaient, tu vois, à l'approche de la draft. On va être vraiment sur une classe qui se rapproche beaucoup il me semble que c'était la classe 2022, si je te dis pas de bêtises, où il y a beaucoup moins de star system, tu vois, tu as moins comment dire, de mecs qui s'annoncent comme étant des clairs potentiels superstars, tu vois, pour la NFL. Mais par contre, passer le premier tour, tu te retrouves en fait avec un amas de joueurs extrêmement intéressants à scouter ou en tout cas à regarder parce que chacun va avoir vraiment ses forces, ses faiblesses, son potentiel à développer. D'autres, pour certains, leur potentiel est déjà atteint, mais par contre, du coup, ils vont avoir un plancher qui est extrêmement élevé, un plancher de titulaire NFL pour certains, pour d'autres, des planchers de joueurs de rotation. Et en fait, comme en 2022, on va être sur une espèce de draft qui va être extrêmement importante pour la plupart des équipes parce que soit va te permettre en fait de poser les premières pierres pour une reconstruction, tu vois, et on le sait que généralement, ces pierres-là sont extrêmement importantes pour justement derrière pouvoir aller te chercher des mecs qui ont énormément de potentiel mais que tu vas devoir développer. Ou alors une pièce qui va te manquer ça et là pour les équipes qui sont justement contenders, tu vois, pour un prochain Super Bowl. Et en fait, là, on est vraiment sur une classe comme ça où vraiment tu vas avoir beaucoup de joueurs à aller chercher pour soit correspondre à un profil dont vraiment tu as besoin, ou alors justement des joueurs avec un plancher extrêmement élevé sur lesquels tu vas pouvoir t'appuyer sur ta reconstruction d'équipe pendant justement les 2-3 prochaines années. On est vraiment sur cette classe de draft-là, mais forcément, qui dit une draft en fait qui va venir cimenter un peu ton effectif, dit aussi moins de potentiel star, moins d'éclaboussures de talent, tu vois, des mecs qui vraiment sont tellement forts que tu te dis putain, mais lui, c'est sûr qu'il passe pas ce choix-là. En fait, tu as ce genre de joueur-là sur le top 10, top 15, et en fait, derrière, tu l'auras peut-être un petit peu moins. Ouais, je comprends. Alors, tout de suite, l'instant promo, voilà. Donc, allez suivre les articles de Ryan et Valentin. Donc, Ryan Scout et Scout Valentin sur Twitter. Voilà. Donc, le site internet The Trick Play. Voilà, je vous le fais défiler. Pour ceux qui écoutent en podcast, je vous mettrai les liens dans la description. Vous commencez à connaître. Donc, voilà, il y a tous les articles de Ryan et Valentin. Il y a même les articles de l'année dernière, 2024-2023. Ce qui permet de checker aussi les profils. Moi, c'est ce que j'ai fait quand j'étais déçu de certains joueurs cette année. J'ai pu relire les scootings, dont un joueur qui a été drafté à Kansas City sur Mataya en tant que tackle. Et on l'avait dit le jour de la draft, on n'était pas super hypé sur son poste en tant que tackle. Par contre, voilà, en tant que guard, Ryan le voyait plus guard. Et on verra cette année s'il peut être guard ou pas en NFL. On verra. Donc voilà. C'est ce que tu me disais, c'est ce qui a l'air de se profiler pour Kingsley. Exactement. Et je pense, alors toi, ça y est, tu as coché la case de le joueur, tu ne l'aimes pas, mais je te promets que s'il travaille sérieusement, s'il fait pas sa tête de con justement à être placé guard, je pense que, je le disais justement déjà l'année dernière, je pense qu'il a beaucoup plus de potentiel à ce poste-là. Et le jette pas trop vite à la poubelle. On parlait d'un joueur qui avait 21 ans, qui a encore de la place pour progresser. Je pense que si vraiment vous l'installez au poste de guard, ça peut donner quelque chose de vraiment pas trop mal. Donc justement, moi, je vais regarder un petit peu sa saison. Si vraiment vous le laissez guard avec pas mal d'intérêt. Ouais.
Ouais, bah super. Bah voilà, non, je ne le jette pas à la poubelle. Bien sûr, je suis dur avec lui, mais voilà, c'est le cœur qui parle. La O-line, elle s'est fait défoncer au Super Bowl et tu m'as vu dans l'état que j'étais. Donc voilà, bref, on y va. On va enchaîner tout de suite. Eh ben, petit jingle et on rentre tout de suite dans le vif du sujet. On y va. Ryan, comment tu veux faire? Donc, on va présenter les edges. Donc, vous commencez à connaître maintenant ces 5 joueurs par poste. On essaie de faire 5 joueurs. Voilà, on ne va pas faire tous les joueurs. Mais Ryan, c'est Ryan qui choisit les joueurs. Je lui demande quel joueur il veut présenter. Donc, il y aura des top joueurs, bien sûr, qui vont être pris très, très tôt à la draft. Il y a des joueurs qui seront pris un peu plus tard. Ryan, tu veux commencer par lequel? Dis-moi, tiens, allez, on n'est pas obligé de faire dans l'ordre. Honnêtement, j'ai pas de choix spécifique étant donné qu'on va attaquer sur tous les joueurs. Donc, si toi, tu as envie de faire un petit truc pour que ton épisode il soit un petit peu plus structuré, je te laisse choisir les joueurs. Comme tu l'as dit, généralement, on sera sur 5 joueurs, 5 profils. Comme les autres années, j'ai essayé généralement de prendre 2 profils qui vraiment sont censés partir haut. Ensuite, 2 profils qui partiront peut-être un petit peu plus tard, mais que j'apprécie. Et je sais que Joe, tu m'avais demandé donc cette année de trouver des sleepers, mais justement, vu qu'on est sur une draft où, en fait, arrivé à partir du 2e jour, il y aura beaucoup de joueurs un petit peu ciment et joueurs solides, c'était compliqué de trouver un sleeper. J'ai réussi à t'en trouver un, ou en tout cas, j'ai essayé de t'en trouver un sur chacun des postes. Et donc, pour le coup, ouais, non, je te dis à toi de me dire et à toi de driver ton épisode. Ok, d'accord. Eh ben, on va partir tout de suite à Texas A&M et on va partir sur Nick Scotton, le premier. Voilà, c'est le premier joueur qu'on va aller parce que c'est un joueur qui sera au premier tour sans doute. Hein, voilà, donc voilà, vous avez le poste. Donc c'est un junior, il a 20 ans, donc il est très jeune. J'ai mis pour ceux qui regardent la vidéo, bah voilà, il y a les stats de son année et en carrière. Et du coup, Ryan, voilà, je te laisse tout présenter le edge de Texas A&M qui peut être vraiment un très bon choix à la prochaine draft. Du moins, on l'espère pour lui. Donc, vas-y, Ryan. Ouais, c'est clair, c'est clair. Moi, personnellement, je fais partie du wagon qui est assez, comment dire, qui est assez haut en fait sur Nick Scotton, tout simplement parce que j'ai eu la chance déjà de pouvoir le voir beaucoup cette année, étant donné qu'il était dans ma conf, mais aussi parce que je l'ai vu l'année dernière à Purdue. Et en fait, justement, on est sur 2 joueurs pas complètement différents, mais 2 profils assez différents dans le sens où à Texas A&M, on lui a demandé de prendre énormément de poids. Poids qu'il a reperdu justement, et c'était une des principales critiques qu'on lui faisait cette année, c'est que justement il était trop lourd et qu'en fait il avait perdu un petit peu de ce côté un petit peu plus fin au niveau du pass rush. Et justement, il a entendu cette critique, il a reperdu un petit peu de poids là, à l'approche du combine, donc ça annonce potentiellement le retour du joueur qu'on pouvait voir à Purdue. Mais en tout cas, ouais, je vais décrire Scotton sur les deux Scotton que j'ai vus au final, entre celui de Texas A&M et de Purdue. On est sur un joueur qui est extrêmement sous-coté, tu l'as dit, Joe. Enfin, c'est dur de dire extrêmement sous-coté dans le sens où on parle tout de même de lui comme d'un first rounder. Mais malgré tout, j'ai l'impression que cette saison à Texas A&M lui a pas fait forcément du bien. Mais donc, je te disais, tu as bien fait de rappeler son âge. C'est un joueur qui est très jeune, il a 20 ans. Il aura 21 sur sa première saison en NFL. Il a montré qu'il avait le physique et les capacités en termes de puissance de pouvoir se confronter aux gros gabarits de la SEC, c'est-à-dire en fait des gabarits qui se rapprochent énormément de ce que vous pourrez voir en NFL. Un des premiers points qu'on a avec Scotton, que ce soit la version Texas A&M ou la version Purdue, c'est une explosivité extrêmement importante. C'est un joueur qui est vraiment explosif. Vous allez le voir sur son premier pas. Pour le coup, il sort de sa stance comme s'il était un cheval de course. On est plutôt sur un profil de type power rusher, c'est-à-dire les mecs qui aiment bien rentrer dans le O-line, démontrer un peu la puissance qu'ils ont. On travaille du coup sur pas mal de contacts et donc il va falloir qu'il progresse sur sa séparation notamment. Et justement, un des points que j'ai trouvé assez dommageable cette année, c'est que Texas A&M l'a encouragé à jouer comme ça en prenant du poids, et que la problématique que j'ai avec Nick, c'est qu'il a des bras qui sont pas forcément extrêmement longs, et donc de jouer de cette façon en étant tout de suite au contact de la O-line, en allant percuter le O-line, en fait, tu vas dans les bras du O-line, et quand tu as des petits bras, derrière, ça devient compliqué de réussir à sortir du bloc. Une chose qui revient souvent, que vous allez entendre les analystes et les médias parler à propos de Nick Scotton,
c'est sa capacité de spin move, parce qu'il a un spin qui est vraiment excellent. Pour le coup, ça se voit beaucoup plus sur les tapes de son passage à Purdue qu'à Texas A&M. Cette année, il le faisait un petit peu moins aussi parce qu'il était dans un système un petit peu différent et parce que son poids lui permettait pas forcément d'être aussi fluide dans ses mouvements que ce qu'il pouvait faire à Purdue. Donc cette année, vous pourrez voir ça et là des petites images de lui à Texas A&M en train de faire un spin et où vraiment on peut le mettre en avant, mais ça se voyait vraiment plus à son époque Purdue. Donc là, pour le coup, encore une fois, je suis assez content d'entendre qu'il a perdu un peu de poids parce qu'on pourra retrouver un petit peu ce pass rusher un petit peu plus létal. Mais son passage à Texas A&M lui a permis en fait de progresser un petit peu sur sa capacité de run stopper, donc à défendre la course. C'est pas encore extraordinaire selon moi, mais on a vu un vrai progrès là-dessus. Ça lui a donné une corde en plus à son arc, mais donc pour le coup, moi je suis assez hype par Nick Courton. Il a aussi montré qu'il avait quelques jolis flashs de potentiel pour dropper en zone. Alors, c'est pas forcément quelque chose qu'on va regarder tout de suite chez les edge rushers, mais je sais que dans certains schémas défensifs, des coachs aiment bien parfois de temps en temps faire drop angler edge rusher en zone pour essayer de jouer avec les QB, essayer de compliquer un petit peu leur lecture. Donc ça reste quelque chose à mettre en avant. Par exemple, si une équipe cherche justement absolument un outside linebacker type edge rusher, Nick Courton pourrait tout à fait convenir là-dessus. Donc, dis-moi, Joe, je t'écoute. Ouais. Non, mais moi, je t'écoute parce que voilà, tu sais très bien que moi, je suis un passionné. Hein, je n'arrive pas à être juste avec certains joueurs. Pour toi, moi j'adore le joueur, hein, donc je le sais. Mais pour toi, les bras courts, ça peut vraiment être rédhibitoire par moment en NFL ou c'est vraiment, son intelligence qui peut faire la différence et du coup, il faut qu'il soit vraiment, il travaille plus au QI foot pour éviter d'être pénalisé avec ça, quoi. Ça va être compliqué de dire si c'est vraiment quelque chose qui va être handicapant. Justement, c'est quelque chose en fait sur les tapes et en particulier sur ces tapes à Texas A&M parce que justement il avait pris de la masse, il avait gonflé, donc j'avais encore plus cette impression de voir des bras vraiment minuscules. Mais du coup, c'est compliqué à dire. C'est compliqué à dire dans le sens où je suis parti vérifier les mesures. Et sur ces mesures, il semblait pas avoir des bras aussi petits que ça. Mais sur les images, ouais, ça se voyait vraiment. Ok, très bien. Voilà, donc pour faire ça, donc Nick Courton était donc un ancien de Purdue. Il a signé cette année à Texas A&M. Texas A&M, en fait, la fac est aussi pas toujours simple, à jouer chez eux parce que cette année ils ont fait une bonne saison. Malgré tout, ils ont quand même eu des moments de trous, des moments de blanc dans la saison. Et c'est à l'image de Texas A&M de ces dernières saisons, je trouve. Ils ont fait des recrutements les années auparavant. C'était les numéros 1 de la classe de recrutement. Tout ça va envoyer des 5 étoiles de partout. Et ça, c'était un flop. Et là, du coup, Texas A&M a fait plutôt une bonne saison cette année, mais a toujours des trous à un moment dans leur saison. Tu sais pas pourquoi. Et du coup, je pense que lui, en arrivant de Purdue et en arrivant à Texas A&M, c'est pas le même contexte, c'est plus la même conférence non plus. Donc, je pense que son niveau aussi a été peut-être un peu impacté par rapport à ça. Mais après, ce n'est que mon avis et mon point de vue perso là-dessus. Hein, mais, comme je te dis, en fait, il y a eu ça, mais il y a eu aussi vraiment cette prise de poids massive. Et d'ailleurs, on a eu le même souci avec sur un autre profil dont on parlera pas aujourd'hui, mais qui était donc chez Mark Stewart. Et donc vraiment, c'est quelque chose où on le sait, le coaching staff de Texas A&M, pour quelle raison, j'en sais rien, mais a demandé justement à sa ligne défensive de prendre du poids massivement. Et donc, je vous dis, chez Courton, ça se voit tout de suite, ça se voit à l'œil entre les images à Purdue et les images à Texas A&M. Ça choque, en fait, tellement le joueur semble énorme, en fait. Et je pense que ça a vraiment changé aussi sa façon de jouer, tu vois. D'accord. Et toi, sur les ateliers du combine, tout ça, c'est des choses que tu as pu revoir ou c'est des choses où il a travaillé pour perdre un peu de masse? Non, je te dis, justement, j'ai eu l'impression qu'il était un petit peu plus
Ouais, pas plus fit, parce que cette année à Texas A&M, il avait beau être énorme, il était quand même fit, mais ouais, il était plus fin, il avait l'air d'être un d'accord. petit peu plus Ouais, il avait travaillé agile. son combine. Ouais. Ok. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et en fait, je pense que c'était la bonne chose à faire et j'espère qu'en fait, il va continuer comme ça. C'est d'ailleurs un truc que donc, son scouting à Nick Courton sera sur le site, hein, dont tu as parlé tout à l'heure. Il n'est pas encore sorti à l'heure où on enregistre, mais il sera peut-être sorti quand toi tu sortiras l'épisode. Mais c'est quelque chose que j'avais noté, il me semble, dans sa conclusion, en disant que dans sa façon de jouer, il me faisait un petit peu penser à Preston Smith, le edge D'accord. rusher des Packers, qui avait Ok. été drafté par Washington. Justement, j'avais pu le voir pendant des années. Mais qu'au poids où il était à Texas A&M, ce serait pas possible de retrouver ce type de performance. Mais par contre, quand tu regardes un petit peu les mensurations d'un Smith, s'il perdait, je pense que c'était une vingtaine de livres, on pourrait vraiment marquer cette comparaison. Et en fait, suite à ça, j'ai découvert, comme je t'ai dit, qu'il avait effectivement perdu une quinzaine, vingtaine de livres à l'approche du combine. Donc on se rapproche vraiment de cette comparaison-là. Mais voilà, moi en tout cas, ouais, comme je te dis, je suis hyper. J'aime beaucoup le joueur. Maintenant, faudra pas oublier le développement. Il y a quand même Ouais. encore du développement à faire, mais le joueur n'a que 20 ans, 21 ans. Pour toi, voilà, si on doit être objectif et à peu près, il sort dans le top 25 à la draft, quoi, logiquement. Ça devrait être ça. C'est pas évident de le dire, mais. Logiquement, oui. Et moi, je mettais justement pour être vraiment raccord avec la valeur qu'il pourrait avoir, je dirais une deuxième moitié de premier tour. Le Ouais. voir partir au-dessus, ça m'étonnerait. Je pense que s'il avait brillé un petit peu plus au combine ou quoi, il y aurait une hype un petit peu plus élevée. On aurait pu voir en fait une enflammade d'une équipe. Bien sûr. Mais pour être très honnête, le voir sortir au premier tour, je serais absolument pas choqué, et bien au contraire. Je pense que s'il glisse au second tour, il y a une équipe du second tour qui va vraiment se frotter les mains très très fort. Ok, donc oui, 16 à 32, voilà, c'est son range où il peut sortir le plus, ça serait le plus logique, quoi. Ça serait le Ouais, plus voilà, logique. ouais, c'est ça. En vrai, premier tour, Ok, donc top 30, top 25, ok. sans aucun problème. Ok, très bien, très bien, très bien. Bon, je pense on était assez clair sur Nick Scotton. On va partir du côté de South Carolina, chez un ancien qui a passé toutes ses premières années à Georgia Tech et maintenant il a fait une saison à South Carolina. Et du coup, on va tout de suite aller sur, voilà, je l'avais, Kyle Kinnard. Donc, joueur de 23 ans qui a déjà 23 ans, mais qui est un joueur avec un potentiel où des équipes NFL peuvent être vraiment intéressées. Alors là, on n'est pas sur un joueur de premier tour, hein, on ne va pas se mentir, mais c'est un joueur qui pourra sortir pas trop tard en tant que edge, en sachant qu'il y a une grosse classe de edge avec beaucoup de talent cette année. Mais voilà, on t'écoute, Ryan. Vas-y, parle-nous de Mais Kyle Kinnard. Kyle Kennard, justement, c'était le joueur que j'avais sélectionné pour être un petit peu le sleeper sur ton épisode. Dans le sens où, comme tu l'as dit, là, on n'est pas du tout sur un profil de joueur qui sera pris au premier tour. Je pense que ce sera même pas un joueur pris au second tour. Ou si c'est le cas, là, pour le coup, il y aura vraiment eu une enflammade et on sera sur un petit reach. Pour autant, ça reste un joueur que moi, j'apprécie énormément s'il est utilisé dans le bon rôle. Donc, comme tu l'as dit, Kyle Kennard a 23 ans. On peut même parler d'un joueur de 24 ans. Je pense que ce serait plus correct de dire qu'il aura 24 ans sur sa saison rookie. Donc, c'est un joueur qui est âgé. Son potentiel de développement, il est pas si important que ça. J'ai pas la sensation qu'avec Kyle Kennard, il pourrait progresser énormément au point de devenir justement une star au poste. Mais par contre, avec un petit peu de développement, et surtout s'il est bien utilisé et mis dans de bonnes conditions, c'est-à-dire selon moi, à côté de justement un edge numéro 1, déjà établi en NFL, je pense qu'on serait sur un profil qui sera capable d'aller chercher, sans trop faire de bruit, 8, 10 sacs par saison. Et vraiment, ouais, genre, je l'ai tamponné avec un plafond potentiel de edge numéro 2. Ça va vraiment être justement le lieutenant de votre edge numéro 1. C'est-à-dire que vous avez le edge numéro 1 qui va prendre toute l'attention, ou le defensive tackle numéro 1. Ce que je veux dire, c'est le pass rusher de votre équipe qui va prendre un petit peu l'attention. Et à côté de ça, vous laissez Kyle Kennard travailler. Et comme je vous dis, il va aller chercher ses 8-10 sacs sur la saison. Parce que justement, c'est un joueur, on s'en rend peut-être pas forcément compte, mais il est plus technique qu'il y paraît en fait. C'est-à-dire qu'avec Kyle Kennard, le premier truc qu'on va mettre en avant, c'est
c'est son agressivité, c'est ses performances athlétiques. Et pourtant, en fait, il a quand même une jolie petite palette technique derrière lui et surtout, il a de la constance. Moi, c'est ça que j'aime bien aussi avec lui, c'est qu'on regarde année après année qu'il a été capable d'inscrire ses sacs, qu'il a été capable d'inscrire ses plaquages pour perte. Mais voilà, comme je vous dis, il y a ce petit plafond de si l'équipe qu'il sélectionne pense qu'on peut reposer tout le pass rush sur ses épaules, ça ne sera pas possible et en fait, le joueur va s'écrouler parce qu'en fait, il ne sera juste pas capable d'apporter ça à une équipe. Donc Oui, voilà. Vas-y, pardon. Non, donc je disais juste que ouais, voilà, son plafond, c'est vraiment edge numéro 2, à côté de quelqu'un qui justement gère bien le pass rush de l'équipe, à côté d'une superstar ou d'une star. Vous pouvez aller sélectionner Kyle Kennard, il sera capable de vous apporter quelque chose. Et moi, personnellement, j'aime beaucoup le joueur. Maintenant, il y a encore des progrès à faire, et notamment sur sa capacité à défendre la course. Ok, moi ce que j'aime bien sur ce joueur, c'est que comme tu dis, il est en constante progression. Alors il avait commencé sa carrière à Georgia Tech avec 2 sacs et demi, 2 sacs, 2 sacs. Et l'année dernière, il était passé à 6 sacs. Et là, cette année, Sean Beamer a vraiment trouvé vraiment le joueur qui voulait avec lui aussi et qui pouvait aider sur sa défense. Donc Sean Beamer, qui est le head coach de South Carolina. Et là, cette année, il est quand même passé à 11 sacs et demi, une passe défendue. Voilà, c'est 3 fumbles forcés. C'est quand même pas rien, j'ai envie de dire. Et comme tu dis, la progression, elle est constante, quoi, malgré tout. Et parce qu'il a été bien utilisé à côté de, comme je te dis, d'une superstar au poste qui est Dylan Stewart, dont on reparlera, je pense, d'ici 2 ou 3 ans, parce que vraiment, c'est un crack assez important au poste de edge rusher. Mais donc, c'est pour ça que je vous dis vraiment, en tant que edge numéro 2 d'une équipe, Kyle Kennard pourrait au final se révéler être vraiment performant et vraiment productif. C'est comme je te dis, le profil de joueur qui va tourner en fait à 8 sacs par saison, 7,5, 8, 9, 10 parfois, sans trop faire de bruit en fait. Tu vas jamais l'annoncer au Pro Bowl, mais c'est le mec qui, voilà, il va être là, il va être là, il va être là. Et en fait, tu peux pas non plus le laisser solo sans trop t'en occuper quand tu es un corps de off, parce que le mec va être capable sur certains matchs de s'enflammer et de te faire un match à 2 sacs, 3 sacs, tu vois, si vraiment tu t'en occupes pas. Et moi, c'est ça que j'aime bien avec Kyle Kennard, et c'est pour ça aussi que tu le disais tout à l'heure, et je l'ai confirmé. Pour moi, on n'est pas sur un joueur de premier tour, ni même forcément de deuxième. Mais quand tu commences à t'approcher du troisième tour, que justement les gros noms sont plus là, bah, c'est le genre de mec qui va être capable de t'apporter quelque chose à ton équipe et de venir renforcer également ton pass rush. Ok, c'est parfait, c'est complet. Voilà, Kyle Kennard, retenez son nom. Voilà, début de troisième, voilà, au deuxième jour, il peut sortir en milieu de deuxième jour ou alors après au troisième jour, mais c'est un jour à surveiller. Voilà. Ok. Eh ben, on va passer au prochain. Alors lui, je ne sais pas s'il ira jusqu'au bout. Est-ce qu'il ira en prison ou pas? Mais on va le présenter quand même. On va parler de Mike Green. Pour ceux qui ne le connaissent pas, voilà, Mike Green a eu des problèmes avec la justice parce que il a fait des grosses conneries. Il a fui, je sais plus je crois que c'était, je sais plus quel état, et il a été donc à Marshall. Et du coup, il a fait une grosse saison. Voilà, ça reste un joueur quand même qui a des qualités, hein, on va pas se mentir. Voilà, il jouait à Virginia avant, donc voilà, l'explosivité, j'ai mis en qualité parce que c'est un joueur qui est vraiment très 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 explosif. Et du coup, j'avais demandé à Ryan de me sortir des petits mots. Alors je me trompe peut-être, mais j'ai sorti ces petits mots-là en qualité. J'ai demandé à Ryan, je sais qu'il aime pas spécialement rester sur un mot pour définir un joueur. Moi, voilà, c'est mon petit truc. Et puis, c'était pour la petite, pour la petite fiche. Donc, j'ai mis explosivité. Ryan, tu m'arrêtes tout de suite si je me trompe parce que je te l'ai même pas montré, je te l'ai même pas dit. Donc, non, voilà. mais t'inquiète pas, tu me connais, je t'aurais déjà dit si vraiment il y avait un gros problème, je te l'aurais dit. Mais en fait, c'est même pas que j'aime pas ça, c'est juste que moi, personnellement, j'aime pas le faire. Parce que tu vois, en fait, le truc, c'est que là, par exemple, tu as écrit explosivité pour Mike Green, donc les gens vont se dire que Mike Green est explosif, mais sans même le vouloir, inconsciemment, ils vont se dire que les autres joueurs sont moins explosifs, et c'est pas forcément vrai, tu vois. C'est-à-dire que, comme je te disais, Nick Courton, il est explosif, Kyle Kennard, il est explosif, il y a d'autres joueurs dont on va parler aujourd'hui, dont un, forcément, dont on va parler, qui pour moi est ultra explosif aussi.
Donc c'est pour ça que j'aime pas forcément faire ça moi personnellement. Mais t'inquiète, si je vois une dinguerie, je te le dirai. Y a pas de. T'hésites pas, tu te tapes derrière le casque. Ouais, non, Donc, je te le dirai, t'inquiète. Donc, McGreen, voilà, c'est seulement sa 3e saison. Il est quand même assez jeune, il a 20 ans. Ce mec-là, quand même, jouer à Marshall, c'est pas le haut panier du CFB, mais ça reste quand même des stats et il faut les faire. Donc, voilà, il faut les faire parce qu'en 2024, il réalise quand même 17 sacs, 3 fumbles. Je ne sais pas si on se rend compte, 2 passes défendues. Le mec, il a brillé, hein, faut le dire, faut être clair. Et ce joueur, alors l'extra sportif, ça nous concerne moins, mais le mec sur le terrain, il est très, très performant. Et même que ça soit à Marshall, moi, j'ai envie de dire, le mec, il a fait ses stats, que ça soit à Marshall ou ailleurs. Ben voilà, il a fait sa saison. Et du coup, on en parle de lui au premier tour. Est-ce qu'il va chuter? Parce que, ben voilà, par rapport à son dossier, tout ça, je ne sais pas. Mais par contre, le joueur, il est capable de sortir. Voilà, pour moi, il y en a qui le mettent très haut, il y en a qui le mettent plutôt milieu de premier tour. Moi, je dis s'il sort pareil entre 16 et 32, pour moi, ça serait correct. Et s'il sort au deuxième, je ne serais pas surpris non plus. Quoi. Voilà, c'est mon point de vue perso. Ouais. Bien sûr, après tu fais bien de le dire, hein, que même si ça Marshall il a fait ses stats, moi c'est souvent ce que je dis, c'est que c'est bien beau d'aller dans une petite équipe, mais en fait, d'un autre côté, ça met aussi la pression dans le sens où je pars du principe, et encore une fois, c'est mon avis, c'est personnel, j'ai pas de souci à mettre en avant des joueurs qui sortent de petites facs, mais à partir du moment où tu es dans une petite fac et que tu as moins d'opposition, il faut que tu me salisses la feuille de stats, d'une manière ou d'une autre. Et là, pour le coup, on peut dire ce qu'on veut, mais Mike Green, il l'a fait. Il faut savoir que Mike Green, s'il est aussi athlétique, s'il a autant de capacités athlétiques, justement, c'est parce que c'est un ancien linebacker. C'est un ancien linebacker type inside linebacker, un petit peu polyvalent. Et donc, en fait, ses capacités en tant qu'athlète sortent un petit peu de là. C'est pour ça qu'on est sur un joueur très rapide. On est sur un joueur qui a des bons changements de direction, qui est assez svelte. Il est agile, il est explosif, comme tu le dis. Et en fait, tout ça, c'est grâce à ce background-là. Donc, on a en fait déjà une case qui est cochée pour ce qui est des équipes NFL, ce qu'elles adorent, des grosses capacités athlétiques. On a son âge qui vient être aussi mis dans le mix, c'est-à-dire qu'on est sur un joueur de 20 ans, 21 ans sur sa saison rookie, il a encore énormément de temps pour se développer, que ça soit physiquement ou techniquement. On a, comme je te disais, le fait qu'il ait sali la feuille de stade dans de petites équipes. On a vu que ça comptait. Hein. Je ne vous donne pas 1 million d'exemples, mais il suffit de prendre le cas, par exemple, Trey Lance, qui était sur une position premium dans une très petite fac, mais qui a sali la feuille de stats et qui avait des grandes capacités athlétiques aussi. Et ça lui a suffi à être un choix beaucoup trop riche, à mon sens. Mais à l'époque, on est passé pour des fous quand on disait ça. Donc, on a déjà plusieurs petites choses. On a la position premium, l'âge, les capacités athlétiques, les stats. Donc c'est normal en fait de voir un petit peu cette enflammade sur Mike Green. Pour autant, moi je pense être beaucoup moins hype sur lui que le consensus. Ça ne veut pas dire que j'aime pas le joueur, bien au contraire, mais comme tu le sais, Joe, j'aime bien choisir les joueurs à la valeur qui sont la leur. Donc quand tout le monde s'est excité sur Mike Green au premier tour, j'étais un des rares à dire que pour moi c'était un joueur de deuxième, voire même potentiellement de troisième tour. On m'a regardé avec des yeux écarquillés, mais c'est mon avis et sur ça je dérogerai pas là-dessus. Pourquoi? Parce que si Mike Green est excellent en termes de pass rush, et là pour le coup il a vraiment énormément de qualité, moi il y a un point qui me dérange beaucoup, c'est son apport sur le run stop. On m'a dit non, t'abuses, il est capable de montrer certaines choses, de faire des plaquages pour perte. L'un n'empêche pas l'autre. En fait, le truc avec Mike Green à Marshall, c'est que il était un petit peu utilisé en électron libre. Il était tellement fort, il était tellement au-dessus du lot athlétiquement qu'on le posait sur le terrain et en gros, vas-y, fais ce que tu veux tant que tu mets la pression, tant que tu fous le bordel. Ça ne sera pas comme ça en NFL. Et en fait, à partir de là, il te faut une certaine discipline, il te faut une certaine force physique, il te faut une certaine rigueur technique pour pouvoir briller en fait sur le run stop, être capable de stopper les O-line, être capable d'avoir un bon leverage, d'avoir un bon footwork pour garder en fait les O-line à baie, c'est-à-dire que vraiment garder les O-line en fait sur la ligne de scrimmage, pas leur permettre de monter sur tes linebackers. Ça, j'ai un peu plus de mal à le voir faire ça. Donc oui, il sera capable en fait de les passer en utilisant des techniques, encore une fois, de pass rush type swim et ses capacités athlétiques. Mais en NFL, ça va trop vite. En fait, quand derrière, tu vas devoir stopper un mec comme, je te dis une connerie, hein, Saquon Barkley, le temps que tu fasses tout ça, il sera déjà en fait dans le gap. C'est là où en fait, tu as besoin d'avoir des mecs un petit peu plus disciplinés.
Ouais. Et à partir de ce moment-là, je ne suis pas sûr que Mike Green ait les capacités aujourd'hui de le faire. C'est un joueur qui est encore extrêmement raw. Comme tu l'as dit, face à lui, il n'avait pas la meilleure des oppositions à Marshall, donc il ne s'est pas fait bouger comme il aurait pu se faire bouger. Donc oui, il y a des qualités, oui, il y a des flashs de talent, mais il y a aussi énormément de travail avec lui. À côté de ça, vient s'ajouter quelque chose que moi, je n'avais pas forcément sur sa fiche, parce que je n'ai pas d'insider à Marshall, mais donc apparemment, le mec, il a des petits soucis de comportement hors du terrain. Donc ça vient aussi s'ajouter à son développement. Hein. C'est le genre de mec, comme tu l'as dit en introduction en rigolant, hein, mais t'es pas à l'abri que le mec, en fait, sur une off-season, il patate une meuf et qu'il se retrouve en tôle, tu vois. Exactement, ouais. Ou qu'il s'embrouille en boîte de nuit et qu'il plante un mec. Et donc, c'est mis à part, tu vois, c'est la petite astérix. Moi, je l'avais carrément pas sur ma fiche, mais c'est encore quelque chose à ajouter au truc sur sa valeur. Donc, il y a beaucoup de choses à aimer chez Mike Green. Moi, comme je vous dis, si vous êtes une équipe à la recherche d'un pass rusher qui, là, pour le coup, a un potentiel de star, qui, sous 1 an, 2 ans, pourrait se révéler être une star au poste, Mike Green a ce potentiel. Mais il ne faut pas oublier tout le travail qu'il y a aussi à fournir avec lui et le fait de se dire que si vous le prenez, le mec en année 1 et potentiellement en année 2, ça va peut-être être une cible pour le corps offensif adverse sur le jeu de course. C'est-à-dire qu'il va peut-être le cibler. Est-ce que vous avez des linebackers et des defensive tackles qui seront capables de compenser cette faiblesse en run-stop? Je ne suis pas sûr. Est-ce que par contre vous avez un schéma qui est plus orienté one gap, sur lequel en fait vous pourrez dire à Mike Green d'avoir un seul gap de responsabilité et de le shooter à tous les jeux, où là pour le coup pareil, ça pourra un petit peu camoufler les faiblesses qu'il peut avoir dans le run-stop, parce qu'il pourra utiliser son explosivité pour très rapidement foncer dans son gap et au moins boucher le gap avec son corps. Ça va dépendre, ça va vraiment dépendre de l'équipe qu'il choisit et de l'utilisation que vous en faites. Maintenant, moi, Mike Green, franchement, j'aime beaucoup le potentiel, j'aime beaucoup le profil. Mais pour être très honnête, si là, je devais faire un big board des edge, moi, il est en 4e position. Là où chez certains, il sera clairement premier, voire 2e, tu vois. Ouais, premier, peut-être pas abusé, mais. Moi, je peux t'annoncer que j'ai vu des mecs l'avoir devant la personne qui, pour moi, est le edge numéro 1. D'accord, ok, bon. Alors, on ne sera pas d'accord, mais comme beaucoup. Moi, non, beaucoup... ouais, exactement. Moi, personnellement, je ne suis pas d'accord du tout. Et comme je te dis, j'ai 3 personnes devant lui. Ouais. Déjà, Nick Scourton, pour en avoir parlé tout à l'heure. Moi, j'apporte beaucoup d'importance aux joueurs. Tu commences à me connaître. Moi, j'aime les joueurs qui ont un IQ foot important. Et à ce poste-là, je suis désolé, ça ne veut pas dire que les autres postes ne font pas d'IQ, mais en tant que edge, il suffit pas de foncer, quoi. Il faut à un moment donné, il faut que tu puisses analyser les choses et anticiper les choses. Et tu te fais avoir 1 fois, 2 fois, il faut avoir l'intelligence d'anticiper le coup d'après. Et je suis pas sûr que lui y arrive. Peut-être que je me trompe. Hein. Et moi, honnêtement, sur Mike Green, je sais pas, parce que justement, tu as ce petit passé en fait de linebacker qui peut venir aider là-dedans. C'est-à-dire que quelque chose dont j'ai pas forcément parlé, mais c'est l'utiliser comme un outside linebacker de défense 34, par exemple, ce serait parfait dans le sens où je l'ai vu sur les tapes. Son passé de linebacker reprend le dessus. Il est très fluide dans ses mouvements. Il est vraiment très très bon en couverture de zone. Donc en termes d'IQ football, je sais pas, tu vois, on en avait parlé un petit peu avec Jalen Carter. C'est quelque chose qu'il faut savoir séparer du reste. C'est-à-dire que tu peux être un énorme golemon. Oui. Mais tu as des mecs qui sont des énormes golemons et qui ont un QI foot assez développé. Ouais. Là, en l'occurrence, on l'a dit, Jalen Carter. Je te prends un exemple qui parlera peut-être aux plus anciens. Suggs, le edge rusher des Ravens, qui l'a été pendant longtemps. Le mec, c'est un gogol. Tu lui parles, il bave. Sauf que le mec, sur un terrain de foot, il a un IQ de zinzin, tu vois. Non, bien sûr. C'est toujours quelque chose qui est compliqué quand, justement, on n'a pas d'insider dans l'équipe, tu vois. On n'est pas là pendant les séances vidéo. Donc, c'est toujours complexe à voir là-dessus. Et moi, en tout cas, sur les tapes, il ne m'a pas montré de trucs de gogol, tu vois. Ok. Et juste, on n'en parle pas beaucoup, mais la taille 6'4 en tant que edge, pour toi, c'est bon, c'est limite, ou ça passe largement? Non, 6'4, ça passe. 6'4, pour moi, 6'4, tu es vraiment dans la moyenne. À partir de 6'5 et plus, tu commences à être un prototype, tu vois, c'est ce qui fait vraiment bander les gens, et je peux le comprendre. À moins de 6'4, ça commence à devenir un petit peu plus complexe. Ok.
quand tu t'approches à 6-2, 6-1, ça commence vraiment à devenir compliqué dans le sens où, par exemple, sur des systèmes à front 4, tu vois, en tant que DN de 40, ça devient compliqué. Mais tu peux toujours trouver le moyen de les mettre en tant qu'outside linebacker de 30, où en fait, là, pour le coup, ils vont vraiment jouer un petit peu plus écarté. Et où là, ça me dérange un petit peu moins d'avoir des profils à 6-1, 6-2. Et on voit que tu as des mecs qui sont capables d'être très bons à cette taille-là. Mais c'est toujours quelque chose où tu as vu en NFL, les coachs, les GM, les scouts, ils aiment bien avoir des monstres, des monstres physiques, alors que des fois, c'est pas forcément ce qui fait la qualité d'un joueur. Moi, personnellement, 6-4, tu es dans la moyenne. Donc, il n'y a pas de red flag, il n'y a pas de green flag. Le red flag, ça commence vraiment à partir de 6-2, où là, je vais commencer à dire c'est petit quand même, et où du coup, il faut aller regarder un petit peu l'envergure du joueur, être capable de voir si sur les tapes, il réussit à contourner un petit peu ça. Donc, ouais, à partir de 6-2 et moins, ça commence à devenir un peu complexe. 6-4 et plus, on est sur 6-5 et plus, tu es sur du gros green flag parce que tu as un prototype physique. Mais 6-3, 6-4, pour moi, tu es dans la moyenne. Ok, c'est important parce que y en a qui découvrent aussi la NFL ou qui découvrent les profils, même s'il y a beaucoup de monde qui fait beaucoup de contenu. Mais là, au moins, voilà, vous savez que la taille, on n'en parle pas souvent, mais là, c'était l'occasion. J'ai dit, tiens, je vais poser la question parce que moi, je voulais avoir ma réponse, donc je l'ai. Donc, ça me tombe très bien. Ça tombe très bien. Et ben, Mike Green, voilà, vous ne serez pas surpris. Voilà, s'il sort haut parce qu'il a une grosse hype, vous ne serez pas surpris. S'il sort fin de premier tour, voilà, milieu de premier tour, fin de premier tour, vous ne serez pas surpris non plus. Et début de deuxième, ça peut arriver aussi, suivant comme info les franchises, tout simplement. Hein. Donc voilà. Ça sera à voir ce qui se passera pour Mike Green. Pour Mike Green, j'ai beaucoup de mal à le voir sortir du deuxième. Vu la hype et tout qu'on lui a mis autour de lui, franchement, ça voudrait dire que les équipes NFL, elles ont des infos et que en termes de caractère, tout ça, ça pue vraiment s'il sort du second. Moi, comme je vous dis, moi personnellement, mais je suis connu pour un petit peu tirer la valeur des joueurs vers le bas. Moi, je l'ai en tant que début de troisième. Je sais pertinemment que jamais de la vie, il est censé être là au début de troisième. Donc, en prenant un petit peu mon barème de valeur, je dirais, allez, un joueur du deuxième tour. S'il est là au deuxième, vous avez besoin de pass rush, foncez sur lui. S'il descend plus bas, c'est que les équipes NFL il y a un truc qui pue avec lui. Ouais. Maintenant, comme il vous a dit Joe, s'il sort au premier, ça me choquerait pas. Moi, je vais être en mode, c'est rich un petit peu et il faudra voir qui reste sur le board. D'ailleurs, vous verrez mes réactions sûrement lors le soir. lors du live. Mais ça me choquerait pas. Tu vois, une équipe qui fonce sur lui au premier, je vais être en mode, bon, ok, d'accord, ça fit avec la hype, en fait. Ouais, Dallas, les Eagles. Non, je plaisante parce qu'à Kansas City, on a des bons aussi. Hein. Je plaisante, bien évidemment. Mais tu rigoles, mais pour Kansas City, le fit, il serait pas dégueu. Avec la défense que vous jouez, l'avoir en tant qu'outside linebacker, pass rusher, sur un choix qui est très bas en plus, moi, je serais en mode, c'est un bon move. Hein. C'est la petite aparté. Et en plus, à Kansas City, on a besoin d'un mec qui provoque des sacs, quoi. Parce qu'on met de la pression, mais on fait pas de sacs. Et ça serait le joueur idéal pour ça, quoi. C'est sûr. C'est sûr. Mais là, on va parler d'un autre joueur idéal et vraiment un joueur que j'adore. Voilà, je l'adore. Et c'est presque mon chouchou au niveau du poste. On va parler de Landon Jackson d'Arkansas. Le Razorback, voilà, le vrai de vrai. Et lui, vraiment, je l'adore parce que c'est vraiment un joueur il donne toujours tout. Voilà, il s'adapte. J'ai mis l'adaptabilité pour ce joueur parce qu'il est capable à n'importe quel moment, il est capable de s'adapter, je trouve. Et là, par contre, voilà, c'est un profil 6'7", 280 LBS. Voilà, le mec, il a quand même fait 6 sacs et demi. Il joue en sec. Il a toujours joué en sec, je crois, si je ne me trompe pas, par rapport à son profil. C'est un joueur qui est vraiment... Ouais, moi, en fait, c'est le joueur que c'est pas le joueur qui va flasher toujours, mais c'est le joueur que tu coches toujours sur ta feuille de match pour le mettre titulaire parce qu'il est toujours là au bon moment, il te fait toujours le play qu'il faut et c'est toujours le mec qui rechigne jamais aux efforts et j'adore ce joueur, quoi. Voilà. Je te laisse pas en parler, Ryan, mais moi j'adore, quoi. Moi aussi, Joe, tu sais très bien, on en a déjà parlé hors cam, hors épisode. Landon Jackson, c'est un joueur que moi je suis depuis énormément de temps, tout simplement parce qu'il a commencé par commit dans mon université, donc à LSU. Et c'est pas pour ça que je l'adore, mais justement parce qu'il a des qualités qui sont vraiment. Comme tu l'as dit, moi, un joueur comme ça, en fait, je le veux dans mon équipe. Même s'il ne fit pas forcément avec mon système ou avec mon schéma, parce que je sais que le gars, il va être là, il va se donner à 100% tout le temps. Il ne va pas rechigner aux efforts.
sur une position qui est un peu premium et où les joueurs deviennent un petit peu plus des starlets chaque année, à pas vouloir se salir, à sortir les doigts seulement sur des situations de pass rush, bah, Landon Jackson, il va aller dans la mêlée. S'il faut qu'il prenne un double team, il ira, même s'il prend pas de stats. Moi, je kiffe ce gars. Je kiffe ce gars. Pour autant, il faut savoir quelle valeur lui accorder. Jusqu'à présent, on a parlé beaucoup de spécialistes du pass rush. C'est pas forcément le cas de Landon. Il a encore des gros progrès à faire sur ce point-là. Sur son profil de joueur, on est plus là pour le coup sur un D-end de 40 ou sur un D-end de 30. Tu vois, un mec qui sera plus à l'intérieur, que tu vas décaler côté fort pour justement prendre la double team du tackle et du tight end et de libérer en fait ton spécialiste edge rusher. Mais c'est le genre de mec où en fait tu peux pas non plus te permettre de le laisser trop souvent en 1 contre 1 parce qu'il a la force pour mettre en galère les tackles, il a la taille, le poids, l'envergure pour les garder à distance, il a des très bonnes capacités athlétiques. Avec sa taille et son poids, son bend, c'est pas forcément le plus impressionnant de la QV, mais c'est pas pire, tu vois. Il est capable de briller en situation de course ou de passe. Donc en fait, ça devient aussi un casse-tête. Maintenant, si je te parle vraiment de son profil, c'est parce que j'ai pas envie qu'une équipe aille le chercher pour en faire un outside linebacker, comme ça a pu être le cas pour un Trevon Walker, par exemple. Bien sûr. Parce que je pense qu'en termes de capacité athlétique et notamment son explosivité, sa fluidité de déplacement, son agilité, je suis pas sûr que en fait ça lui conviendrait parfaitement. Je te dis pas qu'il sera pas capable de le devenir, mais justement en fait il lui faudra justement 1 an, 2 ans, 3 ans peut-être pour vraiment le mot anglais c'est se mold, se dessiner en fait, se sculpter, tu vois, dans ce profil-là. Alors que si tu joues une 40 et que tu l'installes en DN, pour moi ça peut tout de suite cliquer, tu vois. J'adore ce joueur. Je trouve juste que vraiment, il n'a pas assez progressé sur son explosivité. C'est quelque chose où je l'attendais beaucoup cette saison. Je l'avais déjà en tant que valeur de 2e tour l'année dernière. Et je disais qu'il lui manquait pas grand-chose pour passer 1er tour. S'il progressait vraiment sur son explosivité, pour moi, c'était un lock 1er tour. Ça n'a pas forcément été le cas. Donc en fait, je me dis que au vu de la progression qui a été la scène cette année, il aurait peut-être dû se présenter l'année dernière. On avait une QV qui était peut-être moins importante. Je pense qu'il serait parti à 21 ans, il serait parti sûr et certain au 2e. Là, maintenant, on parle d'un joueur de 22 qui va sur ses 23. Ouais. Je sais pas. Il va sur ses 23 ans en janvier, donc il faut le considérer comme un joueur de 23 ans, tu vois. Il a malgré tout fait un super beau combine où vraiment il a pu se mettre en valeur. Donc pour moi, vraiment, on est sur une valeur de 2e jour de draft. Moi, personnellement, au 2e tour, je vais le chercher directement. Je serais pas étonné qu'une équipe en fait craque aussi en fin de 1er, tu vois. Je serais vraiment pas étonné. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, il y a certaines mock drafts où ils le font monter d'un seul coup comme ça, là, ouais, style, les Bills, voilà, des équipes de fan draft. Ouais, Bills, ça ferait sens. Exactement. Chez vous, ça ferait sens. Dans un coin de ma tête, j'ai Howie Roseman, qui est un bandeur de sec et de gros gabarits, ou Landon Jackson, il pourrait être parfait à l'opposé d'un Nolan Smith, tu vois. Exactement. Je serais pas étonné. En vrai, je serais pas du tout étonné. Et non seulement je serais pas étonné, mais en plus, je serais content. C'est-à-dire que je serais en mode, ah, c'est peut-être un peu rich, mais j'aime tellement le joueur que, vas-y, je m'en fous. Si vous avez la sensation de pouvoir l'utiliser à ce moment-là, et puis en plus, tu le sais, Joe, quand tu pars en fin de 1er, c'est que tu vas dans des équipes qui sont déjà performantes, qui sont elles savent ce qu'elles font. Je préfère le voir partir en fin de 1er qu'en début de 2e dans une équipe où en fait c'est la catastrophada et elles ont besoin de se renforcer absolument. Moi en tout cas, j'adore Landon Jackson, j'adore déjà depuis quelques années. Tout le monde s'est moqué là de la vidéo virale où tu le vois faire des drills là à l'époque lycée pour finalement pas grand chose. Moi personnellement, je valide. Ça fait vraiment partie de mes chouchous sur la position. Alors après, comme on dit, un chouchou ne veut pas dire qu'on le surestime et qu'on va le mettre voilà, au 1er tour. C'est pas ça qu'on veut dire. Moi, j'adore. Il y a certains joueurs que j'adore et que voilà, je les mettrai jamais 1er tour. Il faut être lucide aussi, il faut être logique. Voilà. Mais par contre, voilà, Landon Jackson, pour ceux qui connaissent pas, je vous invite à aller regarder ses matchs à Arkansas.
Déjà, bon, il affronte les meilleures équipes du pays. On a beau dire ce qu'on veut. Cette année, oui, la SEC n'était pas super, n'était pas machin. Bref, il y a quand même, comme dit Ryan, il y a des athlètes tout le temps en SEC. Voilà, il y a des équipes comme Georgia, LSU. Il y a d'autres Bama. équipes, Ole Miss, Bama. voilà, Bama, voilà. C'est vraiment des équipes qui font, qui ont des athlètes et qui sortent des athlètes à chaque draft chaque année. Voilà, il était là, il a joué sa saison, il a quand même fait 16 sacs en sec, voilà, 2 fumbles forcés en carrière. En sachant qu'il a commencé sa carrière assez tard, enfin assez tard. Il a vraiment commencé à être titulaire l'année dernière, donc il a au final vraiment que 2 saisons en tant que titulaire. Donc ça fait en fait 16 sacs. Tu lui retires quelques sacs là où il a dû les prendre sur des matchs par-ci par-là. Donc en fait, tu te dis que le mec en 2 saisons, il a fait une douzaine de sacs sur un poste où, comme je vous dis, il n'est pas spécialiste du pass rush. Donc ça reste vraiment sympa. Et comme l'a dit Joe, en fait, je vous invite à aller voir Arkansas parce que il a un truc, il coche une case de joueur que moi j'apprécie et que je note dans mes articles quand je le vois. Quand un joueur est important, dès qu'il n'est pas sur le terrain, tu le ressens. Exact. Et avec Landon Jackson, je vous assure que c'est le cas. C'est-à-dire, vous regardez quand il est sur le terrain et quand il n'est pas sur le terrain, vous voyez, vous notez le fait qu'il ne soit pas là, en fait, tout simplement. Ça se voit. Et ça, pour moi, c'est un des trucs qui est très important. Ça, tu es censé le voir au niveau collégial parce que, justement, vu que le niveau est un petit peu moindre par rapport à la NFL, quand tu as une star dans ton équipe, tu es censé la voir ou en tout cas, tu es censé sentir son absence. Et c'est le cas avec Landon Jackson. Exactement, exactement. Donc voilà, vous pourrez suivre, vous aurez, de toute façon, Ryan va faire sa fiche, hein, vous l'aurez sur le site internet www.thetrickplay.fr. Voilà, n'hésitez pas à donner de la force. Et là, on va tout de suite, voilà, on va rentrer vraiment dans voilà, sans doute le meilleur joueur pour moi de la draft ou l'un des meilleurs pour certains. Voilà, on y va tout de suite. On ne pouvait pas de façon faire cet épisode sans parler d'Abdul Carter. Voilà, le edge de Penn State. Un joueur exceptionnel, un athlète, un talent. Je n'irai pas jusqu'à générationnel, mais je dis un talent parce que c'est vraiment un joueur qui a un pur talent. Et franchement, moi, j'y croyais pas au départ. Et j'ai regardé ses vidéos, j'ai regardé parce que je ne regarde pas spécialement trop Penn State, je regarde que les gros matchs de Penn State. Et franchement, il a été là à chaque fois et c'est un sacré joueur. Ouais. Et vraiment, pour le coup, moi, c'est mon edge numéro 1. C'est mon edge numéro 1 depuis quasiment le début de ma saison de scouting, on va dire. Déjà, tu l'as dit, c'est un athlète incroyable. Vraiment, vous mettez une tape de Penn State, vous allez le voir. Il a une explosivité qui est monstrueuse. Il est mobile, il est fluide, il est agile. Il a la force pour bouger des gabarits qui sont beaucoup plus importants que le sien. Il reste technique, il est extrêmement jeune, c'est-à-dire que là, pour le coup, sur sa fiche, Joe, tu as marqué 21 ans et il aura 21 ans sur sa saison rookie, hein, parce que là, actuellement, à l'heure où on se parle, il a 20 ans et il aura ses 21 ans en juin, donc juste avant que la saison NFL commence. Donc vous avez en fait déjà la technique, vous avez déjà les capacités athlétiques, vous avez l'âge, c'est-à-dire que le mec, à la fin de son contrat rookie, il sera encore plus jeune que des mecs qui se présenteront à la draft dans 3 ans. Vous avez son style de jeu qui, moi, me plaît énormément, c'est-à-dire que ça devient une licorne de trouver un petit peu le profil de Micah Parsons. Et pour moi, il remplit ce critère. Je sais que beaucoup de gens ont tendance à dire que si on le compare à Parsons, c'est parce que c'est la même université, le même poste. Mais non, je vous assure que même dans la façon de jouer, vous retrouvez un petit peu du Micah Parsons. Et c'est surtout sur son alignement, en fait. Le mec peut être D-end à droite, à gauche, outside linebacker à droite, à gauche. Il peut être aligné en tant qu'inside linebacker et rusher ou alors dropper en zone. Ce genre de profil-là, en fait, c'est simple. Vous le voulez. Vous le voulez dans votre défense. Peu importe le système que vous utilisez, ce mec-là, vous pourrez lui trouver une utilité. Et c'est extrêmement important parce que vous mettez tellement de pression sur le cordeau en face, sur le QB en face et sur la O-line. Le fait de pouvoir envoyer un rusher élite aligné n'importe où en fait dans votre défense, c'est extrêmement important et c'est vraiment un profil qui est recherché énormément aujourd'hui en NFL. Avec Carter, en fait, c'est le no-brainer et c'est pas pour rien si vous le voyez dans la plupart des mock drafts sortir top 5, c'est parce que c'est un no-brainer. Vous n'avez pas besoin de vous creuser la tête. Votre équipe a besoin de pass rush. Vous êtes en position de drafter Abdul Carter. Draftez Abdul Carter, tout simplement. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire.
Non, non, bien sûr. Puis, et puis voilà, il a quand même 23 sacs en carrière, 5 fumbles forcés, même une inter pour un edge. C'est rare, mais voilà, il l'a Bah, quand même. parce que je te dis, en fait, Euh, il drop en zone. Il drop en zone régulièrement, de la même manière que Parsons peut parfois dropper en zone. En fait, le mec, quand tu le fais dropper en zone, ça devient un linebacker classique. Il a des capacités de linebacker classique. Il est bon. C'est-à-dire que le mec, tu le fais partir en zone, il est bon. C'est pas juste ouais, il est moyen ou il pourra dépanner une ou deux actions dans le match. Tu peux le faire dropper sur 50% des snaps. Le mec va être capable de défendre en zone. Et c'est pour ça que ça c'est devient important, tu vois. Parce que c'est énorme. le mec peut être aligné partout et il peut soit rusher, soit dropper en zone. Donc en fait, tu sais pas. Et tu peux pas anticiper ce qu'il va faire parce que tu vas Voilà. anticiper qu'il drop en zone, il rush. T'anticipes qu'il rush, bah peut-être il va dropper en zone. Donc si tu te dépêches de lancer la balle et qu'il drop en zone et qu'il te fait un pic, ah, tu te Bien retrouves sûr, con en fait, tu vois. C'est bien pour ça, sûr. moi personnellement, c'est mon edge numéro 1 et je vous dis, il n'y a même pas à réfléchir en Le, fait. le mec quand même rencontre Michigan, rencontre Ohio State. Voilà, faut pas, c'est quand même pas les petits programmes de ces dernières années quand même. Faut pas le dire, faut le dire. Le mec quand même 23 sacs, voilà, à peine 20 ans. Voilà, c'est quand même la conférence où il joue, c'est quand même l'une des meilleures du pays aussi. On va pas dire le contraire. Mais bien sûr, Et, pour moi, c'est la et, deuxième meilleure conf et et le gap entre la Big Ten et la SEC, pour moi, se resserre chaque année. Et un truc qu'on a toujours dit de la Big Ten, c'est une conférence qui produit de très très bons O-line. C'est vraiment une conférence où, généralement, tu regardes la plupart des O-line qui sont à NFL titulaires et tout, sortent quand même très très souvent de la Big Ten. Donc pareil, ça aide en fait sur le scouting de edge ou de tackle. C'est une conf que tu regardes parce que justement, tu as des oppositions qui sont très souvent assez importantes, tu vois, en termes de talent et de potentiel. Donc le fait d'avoir été capable euh, d'avoir 23 sacs en carrière en jouant justement au Big Ten, c'est déjà en soi une performance, tu vois. Tout à fait, tout à fait. Non, non. Et moi, voilà, il y a pas à dire. De toute façon, si vous cochez Abdul Carter et qui parte, voilà, pour moi, ce joueur-là, il ne sort pas du top 4 à la draft et pour moi, il sera pris très, très haut. Je pense que moi, voilà, il peut même être pris au premier choix de la draft. Il n'y a aucun problème là-dessus. C'est un joueur vraiment qui est exceptionnel. Voilà, moi, pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous dis, bah, maintenant, vous entendez son nom tous les jours, mais ceux qui suivent un peu le college football ou la NFL ou la draft, voilà, Abdul Carter reste un joueur qui a un talent fou, un talent monstre. Et voilà, moi, il n'y a pas de mots pour décrire un joueur comme ça. C'est tout simplement le talent. Et ben, espérons que, voilà, que dans l'équipe où il soit, qu'il se régale. Et franchement, vous avez votre pass rusher pour des années et des années, quoi. Voilà, là, c'est quasi sûr. Voilà, il faut pas oublier qu'un gars comme Micah Parsons savait chuter par rapport à des dossiers à la draft, mais il devait être pris beaucoup plus haut à la draft aussi. Il a chuté parce qu'il a fait des petites conneries dans le vestiaire. Voilà, on n'y reviendra pas dessus. Mais voilà, il faut dire quand même les choses. Quand un joueur est talentueux comme Abdul Carter, c'est vraiment exceptionnel de l'avoir. Et je pense que l'équipe qu'il draftera aura vraiment fait le bon choix. Et voilà, pour moi, moi j'irais, voilà, je le prends au premier choix de la draft, ça ne me surprendrait pas. Quoi. Voilà, c'est mon point de vue personnel. Non, moi non plus. Moi non plus. De toute façon, comme je te dis, si Abdoul il sort du top 5, c'est Ouais. que les équipes du top 5 sont vraiment très cons. Ouais, ouais. Après, faut pas venir se plaindre. Hein. Exact, ouais, tu vois, c'est pour ça. Mais de toute façon, il y a plein de joueurs comme ça au premier De tour où je toute vois façon, des noms. il y aura des dingueries. Bon, je passe pas sur Abdul Carter, mais il y aura des dingueries quoi qu'il arrive à la draft, comme Ouais, on a non, moi vu je tous te dis, les ans. je vois des noms monter de plus en plus là à l'approche de la draft où je me dis en fait encore une fois, faudra pas chialer quand les Eagles ou vous ou une autre grosse équipe va récupérer un top joueur ou les Bills. Tu vois, faudra pas chialer. Au bout d'un moment, ça devient relou quand tu essayes Bien sûr. de trop réfléchir. Bah, Là, j'ai vu qu'aujourd'hui, par exemple, là, je prends juste la petite aparté, des joueurs comme Emeka Egbuka, Luther Burden sortent du premier tour carrément. Hein. Là, voilà. Bref, on va pas épiloguer, c'est pas grave. Donc, vous pourrez retrouver ces 5 joueurs. Donc, je refais le tour rapide. Donc, vous avez Abdul Carter, Edge de Penn State. Ensuite, vous aviez Nick Scorton de Texas A&M. Vous avez aussi McGreen de Marshall, le Edge qui a une hype de fou en ce moment et qui monte dans certains boards. Vous avez Landon Jackson, le edge de Arkansas, et on vous a présenté Kyle Kinnard, le edge de South Carolina.
Voilà, l'épisode est plutôt complet. Ryan, bah déjà, merci d'avoir pris le temps de venir nous faire cet épisode avec moi. Donc, il y en aura plusieurs avec Ryan sur chaque position des O-line et D-line. Voilà, donc vous commencez à connaître maintenant comment ça se coûte chez The Trick Play. Et puis, bah, vous aurez les autres postes avec Valentin qui viendra aussi Ouais, moi, il y nous faire aura. quelques épisodes. T'auras O-line, D-line et linebacker avec moi. C'est ça. Et en principe, Val va s'occuper des skill position. C'est exactement ça. Voilà. Donc, petit épisode de moins d'une heure, c'est parfait. Ryan, merci pour tout. Je te souhaite une bonne soirée, une bonne journée pour ceux qui écoutent. Et retrouvez toutes les descriptions dans le podcast thetrickplay.fr pour suivre, donner de la force. Et puis, bienvenue sur le foot US de A à Z. On est là pour la draft, prêt à en découdre. Ciao tout le monde. Ciao. Et que Dieu vous garde, car moi, je n'ai pas le temps.